Pour t'introduire à la géométrie analytique, qui est une branche très importante des mathématiques, j'ai choisi ici de t'expliquer le principe de fonctionnement de l'imprimante 3D. Alors on la voit ici à l'œuvre, son principe est très simple. En fait, c'est une tête d'impression, ici une tête d'imprimante qui délivre de la matière petit à petit. Cette matière se dépose ici aux endroits où la tête est déplacée. Alors les mouvements de la tête sont contrôlés par un ordinateur. Tu vois qu'elle peut faire des lignes droites, des belles courbes comme ceci. Et ça permet donc de réaliser des objets à 3 dimensions. La matière est déposée et au fur et à mesure qu'elle est déposée, selon des trajectoires bien précises, la tête d'imprimante monte de manière à constituer donc un objet tridimensionnel. Le 3D est bien sûr là pour 3 dimensions. Voilà, donc je vais t'expliquer donc comment fonctionne ce dispositif et je te montrerai donc qu'il est basé sur la géométrie analytique. Alors voilà, j'ai représenté ici l'imprimante 3D en vue du bas. Tu dois imaginer que tu es sous ici la tête de l'imprimante. On a le petit embout ici qui délivre la matière. Et ce petit embout, comme tu l'as vu dans la vidéo, a une position qui est contrôlée par un ordinateur. Par exemple, la position horizontale ici peut être variée grâce au fait que le bloc sur lequel se trouve cette tête d'imprimante coulisse ici le long d'une barre et sa position peut être contrôlée avec des moteurs qu'on appelle des moteurs pas à pas, qui sont des moteurs électriques extrêmement précis qu'un ordinateur peut contrôler avec une précision qui peut se chiffrer jusqu'au micron. On a donc ici quelque chose qui peut être très précis. Et voilà, je vais demander ici à l'ordinateur de déplacer par exemple cette tête d'imprimante ici, voilà, horizontalement. On peut donc contrôler la position horizontale et cette position horizontale, on va le repérer par un axe ici, comme une règle en fait, qui va permettre de contrôler ici la position horizontale. Et la position horizontale va être appelé ici X, c'est également ce qu'on va appeler donc la coordonnée horizontale ou encore l'abscisse. L'abscisse est souvent utilisé par les mathématiciens pour désigner la coordonnée horizontale ici d'un système d'axes. Donc voilà, ça c'est pour la position horizontale. Alors la barre horizontale ici est fixée au support vert ici, et ce support vert, lui aussi peut coulisser sur la barre verticale qui est ici, de même que celui-ci. Et de nouveau, cette position peut être contrôlée grâce à un système de moteur pas à pas qui donne une très grande précision. Voilà, je peux régler ici la hauteur comme je le veux, et cette hauteur, je vais l'appeler la coordonnée Y. La coordonnée Y, voilà, elle est ici, elle se trouve là sur l'axe. Alors bien sûr, pour repérer ceci, on va utiliser des graduations pour bien voir là où on est. En pratique, on ne voit pas ces graduations dans le dispositif. Ici, j'ai fait le contraire de ce qu'on voit en pratique. J'ai supprimé la structure de l'imprimante, je n'ai gardé que le petit embout ici qui délivre la matière et j'ai laissé ici les coordonnées X et Y, qui sont en fait les grandeurs qui sont contrôlées par l'ordinateur. L'ordinateur, lui, sait très très bien où se trouve la hauteur Y ici. Il connaît la valeur de 2 que j'ai ici par exemple, et la valeur de 3 que j'ai pour X. Donc voilà, ces nombres ici, qui sont donc donnés par les graduations en X et en Y, sont contrôlables grâce à l'ordinateur. Alors voilà, j'ai mis l'embout ici à une certaine position dans ce plan XY et on voit qu'il est à la position 3 en X et 2 en Y. Et ces deux nombres définissent parfaitement la position. La position est définie ici par 3 et 2 et rien d'autre. Et donc 3 et 2, la valeur de X et la valeur de Y, définissent parfaitement cette position. Et donc l'ordinateur qui pilote l'imprimante peut passer comme ça d'une position à une autre. Par exemple, je vais ici demander de placer l'embout de la position 3,2 à la position 7,3. 7 donc en X, c'est la signification du premier nombre qui est là, et le deuxième nombre, c'est la position en Y, la position en Y qui est 3 ici. Donc le point va arriver ici quelque part. Donc voilà, on demande à l'ordinateur de se positionner ici en 7,3. Les moteurs sont donc mis en route de manière à arriver en 7,3, comme tu peux le voir. Ça, c'est le principe donc de contrôle de la tête d'imprimante ici. Alors si maintenant on veut, par exemple, déposer de la matière le long d'un trait
horizontale en y égale à 3. La valeur de y ne va pas changer. On va donc demander à l'ordinateur de bloquer le moteur en y à la valeur de 3. C'est ce que j'écris ici. Et par contre, en x, on va lui demander de faire varier la position de 7 à 2. Et ça, mathématiquement, je vais l'écrire comme ceci. Je vais dire que x est une variable, au sens mathématique du terme. Ce sera bien une variable qui va varier entre 7 et 2. Alors les symboles ici, c'est bien le symbole 2 plus petit que x, ou x plus grand que 2. Je serai donc toujours plus grand que 2 ici. Ça veut dire que je vais m'arrêter en fait à partir de 2. Je ne vais pas aller à des positions plus petites que 2. Et de même ici, je vais commencer en 7 ici, et je vais toujours être avec des valeurs de x plus petites que 7. Et donc, ceci détermine les positions adoptées donc par le moteur en x. Je vais parcourir toute cette distance-là de 7 à 2. Et donc voilà, on va mettre le moteur en route, et à ce moment-là, si on veut de la matière, bien sûr, on va délivrer de la matière. On dit à l'ordinateur de venir faire fondre le polymère, qui est la matière, qui va venir se déposer ici le long de cette ligne droite. Donc voilà, si on répète cette ligne droite comme ça, en faisant des allers-retours entre 2 et 7, eh bien on va finir par monter en hauteur, parce que les épaisseurs vont commencer à se rajouter les unes aux autres, et on va créer une paroi. Ce sera un objet tridimensionnel, c'est une imprimante 3D. Alors je ne vais pas m'intéresser dans la suite à la troisième dimension, je vais me contenter ici de décrire les déplacements à 2 dimensions, et on verra que ça va nous conduire en fait à la géométrie analytique. Et précisément, ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'on appelle en géométrie analytique un lieu de point. C'est une droite qui a une certaine longueur. La longueur est déterminée ici par ces inégalités, ici 2 plus petit que x plus petit que 7, et la position de la droite est donnée par y égale à 3. C'est ce qu'on appelle un lieu de point. L'objet de la géométrie analytique est en fait l'étude de lieux de points qui sont donc exprimés de façon mathématique. Le lieu de point ici, il est donné ici mathématiquement. Y vaut 3 et x est compris entre 2 et 7. Et ça, c'est la traduction mathématique de cette droite rouge qui se trouve ici et qu'on a matérialisée avec l'imprimante sous forme donc d'un petit trait de matière fondue au départ. Cette matière va durcir en quelques secondes de manière à pouvoir revenir en arrière, par exemple, pour redéposer un deuxième trait et créer un objet tridimensionnel. Voilà. Alors maintenant, je pourrais faire un deuxième lieu de point. On va faire un objet un peu plus compliqué qu'une simple paroi comme celle-ci. On va descendre ici jusqu'en 1. C'est-à-dire que je vais demander à l'ordinateur de bloquer la position à x égale 2 cette fois-ci. Et y va varier de 3 en 1. Et je vais donc créer un deuxième lieu de point, je vais tout simplement définir un deuxième lieu de point, qui est donc x égale 2, et y varie entre 1 et 3. Donc voilà, on va faire varier la position des moteurs, selon ce qui est indiqué ici sur le plan mathématique, et on le fait ici donc en pratique donc grâce donc à cette imprimante 3D. Et donc on a créé maintenant un angle, on commence à avoir un objet un petit peu plus compliqué, et ceci donc aussi un lieu de point. Et maintenant, comme tu vois ici, je demande à l'imprimante de fermer la forme géométrique pour former un triangle rectangle. Un triangle rectangle que je pourrais parcourir plusieurs fois de manière à le former à 3 dimensions, mais je répète, je m'intéresse surtout ici au déplacement à 2 dimensions. Alors ça, comment traduire ceci mathématiquement ? Ce qu'on pourrait se dire, voilà, c'est pas très difficile, x a varié de 2 à 7, et y a varié de 1 à 3, et donc l'expression mathématique pourrait, par exemple, être celle-ci. X a varié de 2 à 7, y a varié de 1 à 3. Et en fait, je mets un point d'interrogation parce que, en réalité, c'est pas vrai. Ceci ne suffit pas du tout comme information pour créer ce trait-là. Tout simplement parce que il n'y a pas assez d'informations. Je pourrais très bien imaginer une autre trajectoire que cette belle droite que j'ai ici, qui respecte les mêmes conditions ici. Par exemple, la ligne pointillée que je viens de faire apparaître. Effectivement, les valeurs de x vont bien de 2 à 7. Si je parcours ici cette ligne pointillée, je vais bien de 2 à 7. Et en y, je vais bien de 1 à 3. Effectivement, je vais bien de 1 à 3 en y. Et donc, ça veut dire que cette information-ci n'est pas suffisante. En fait, il y a une infinité de courbes qui sont possibles
pour passer de ce point-là à ce point-là, et donc l'ordinateur a besoin de plus d'informations. Et c'est en fait assez évident, hein, si on regarde cette droite, on voit effectivement qu'à chaque valeur de x correspondra une valeur précise de y. On est parti de 2 par exemple ici, et 1 pour y. On a 3 ici, et si je regarde ce que j'ai en 3, je vois que j'ai 1,5 ici. Si je regarde ce que j'ai en 4, je vois que j'ai 2. Et on voit qu'on a des choses qui sont bien précises. À chaque valeur de x correspond une seule valeur de y. Et ça, il faut le dire à l'ordinateur. Alors plutôt que de prendre cette droite-là, je vais en choisir une autre ici. Je vais choisir de représenter mathématiquement la droite qui est ici. Admettons que je veuille faire cette droite ici, avec l'imprimante 3D. Je dois donc dire à l'ordinateur de passer de la position 0, 0 ici à la position 8, 4. Alors, et je veux bien sûr passer par tous les points de cette droite et non pas par n'importe quelle trajectoire que je pourrais obtenir en disant que x reste entre 0 et 8 et que y reste entre 0 et 4. Il faut bien comprendre ça. Alors pour analyser ça, je vais tout simplement analyser quelques points que j'aurai ici sur cette droite. On a par exemple le premier point ici qui est 8, 4. Je vais écrire ça, quand x vaut 8, eh bien y vaut 4. Je veux que l'ordinateur puisse arriver à cette position-là et délivrer un petit peu de matière là pour faire mon objet 3D. On voit qu'en x égale à 6, je suis à une position y égale 3. Et on voit que, comme ça, à chaque position x correspond à une position y bien précise. Et ça, il faut que l'ordinateur ait cette information. Si je prends maintenant x égale à 3, qu'est-ce que je vois? Je vois que y vaut 1,5. Okay, et on a tout de suite compris la règle ici. On voit qu'il y a toujours un rapport précis entre x et y pour les points qui appartiennent à cette droite. On voit que y vaut systématiquement la moitié de x. 1,5 c'est la moitié de 3, 3 c'est la moitié de 6 et 4 c'est la moitié de 8. Et donc on a toujours le même rapport, ce qui est logique puisqu'on veut ici une pente, une droite qui arrive en 0 ici. On voit un triangle rectangle ici qui est équivalent à ce triangle rectangle là. Il est normal que le 6 ici divisé par le 3 donne le même rapport que le 3 divisé par le 1,5. C'est le rapport de 2 qu'on retrouve ici en passant de y à x. Ce rapport géométrique, on le voit, mathématique, on le voit ici sur le plan géométrique. Ce sont les triangles semblables qui apparaissent donc sur cette représentation graphique ici. Et donc voilà, tu as compris maintenant que c'est valable aussi pour tous les autres points ici. Si je prends 7 par exemple, je vais trouver forcément 3,5, etc., etc. Et donc on peut établir une règle générale cette fois-ci pour décrire cette droite qui sera de dire que y vaut la moitié de x. Y égale 1,5 fois x. Si je peux dire à l'ordinateur de bouger en x de 0 à 8 et en même temps contrôler la valeur de y de manière à ce que y, pour toute valeur de x, vaut 1,5 de x, eh bien il est clair que je vais tracer ici cette droite. C'est ce que je vais faire maintenant. Je prépare la tête de l'imprimante ici au point 0, 0. Je commence à chauffer ici l'embout de manière à ce que la matière fonde au fur et à mesure que je déplace x. X va être déplacé de 0 à 8 alors que y en tout temps est contrôlé de manière à ce qu'il vale toujours x demi. Et comme ça, voilà, je vais tracer mon nouveau lieu de point, le lieu de point que je vois donc ici d'un point de vue mathématique et ici d'un point de vue géométrique. C'est bien ça la géométrie analytique. On a ici une expression qu'on peut appeler analytique. On a une expression mathématique qui représente une forme géométrique. Le lieu des points ici, c'est mathématique et on voit ici la traduction géométrique de ces mathématiques. Ça, c'est clairement l'objet de la géométrie analytique. Alors, comme ça, je peux représenter encore d'autres droites. Je peux par exemple représenter celle-ci. Cette droite-là correspondrait à quoi? On le voit ici, 3 correspond à 6. Cette fois-ci, y vaut 2 fois plus que x, et je peux donc l'écrire. Tu vois donc que le coefficient qui apparaît ici devant le x, quelque part, il représente la pente de la droite qu'on veut créer avec l'imprimante 3D.
Ici, j'ai une pente qui est relativement limitée, je suis à 1,5. Là, j'ai une pente qui est plus importante, l'angle avec l'axe Y est plus petit, et c'est traduit par le fait que j'ai ici le coefficient 2. À la place de 1,5, 2 est forcément plus grand que 1,5. Et on voit que si ce coefficient devient nul, je peux le faire, y égale à 0, y égale à 0 fois x, ce sera bien y égale à 0, ce sera la pente nulle, ce sera la droite de pente nulle ici, c'est-à-dire la droite horizontale que je viens de représenter ici. Toujours pour x allant de 0 à 8. Et donc voilà, tu as un petit peu compris le principe. On a ici des lieux de points qui sont donc l'expression mathématique de formes géométriques. Alors, on ne traite que des droites pour le moment, les droites encore très simples, elles passent par 0, 0 ici. Bien sûr, on peut rendre les choses un petit peu plus compliquées. Je pourrais par exemple représenter une droite qui ne passe pas par 0, la droite qui passe par le point y égale 2 ici quand x vaut 0. Voilà, comment représenter cette droite? Les choses a priori semblent plus difficiles, puisqu'on voit que quand x égale à 0, avant on avait bien y égale à 0, c'était bien cohérent, on avait bien 0, 0 ici. Mais maintenant on voit bien que quand x vaut 0, y vaut 2 maintenant. Ça ne peut pas être représenté par cette expression mathématique-là. On voit que quelque chose est à faire, mais ce qui est à faire est très simple, bien sûr, parce que la distance de 2 que j'ai ici, puisque c'est une droite qui est parallèle à la première ici, cette distance de 2, on va la retrouver partout. Par exemple, ici, en 2, je vois qu'en 2, j'avais 1 avec la première droite ici, puisque y vaut 1,5 de x. 1,5 de 2, ça vaut bien 1, mais je vois que je dois tout simplement rajouter 2 pour arriver aux 3 qui sont là, pour cette nouvelle droite. Et ce sera vrai encore si je suis en 5, par exemple. 5, ça va me faire 2,5 plus 2, je serai ici en 4,5. Alors on voit que la règle est un petit peu plus compliquée, mais à peine, je vois que la règle, je peux tout de suite l'établir en disant que cette fois-ci, y vaut 1,5 de x plus 2. Et tu comprends maintenant qu'on peut contrôler comme ceci, on peut faire n'importe quelle droite. On contrôle la droite à partir de ce coefficient-ci, qui va tout simplement donner ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Quand x vaut 0, ce sera bien la valeur là que je vais retrouver. Quand x vaut 0, y vaut ici 2. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc tu peux choisir n'importe quelle valeur pour ce nombre. Tu peux choisir 4, on aura une droite qui est ici. Tu peux choisir moins 2, tu auras une droite qui vient là en bas. Et ce coefficient-ci va tout simplement déterminer la pente de la droite. Si la pente vaut 0, la droite est horizontale. Si la pente vaut 2, ici la pente est plus importante. Si la pente vaut 3, elle est encore plus importante, etc., etc. Et donc tu vois ici, on a un objet mathématique qui représente un objet ici géométrique qui est cette droite. Alors voilà, en mathématiques, en géométrie analytique, cette droite, elle est souvent donc représentée uniquement par cette condition-là. En général, quand on parle de droite, on en parle à un plan, je dirais, plus abstrait. On ne met pas de limite à la droite. Comme tu vois ici, je ne dis plus que x est compris entre 0 et 8 comme tout à l'heure. Si je ne dis rien sur x, ça veut dire que x est une variable qui est non limitée, on dit qu'elle n'est pas bornée, cette variable, elle va tout simplement de moins l'infini d'un côté à plus l'infini de l'autre. Et je me retrouve donc avec un objet géométrique qui est une droite dont la traduction mathématique est tout simplement ici. Alors c'est une traduction mathématique qui est un petit peu abstraite, il faudra que tu t'habitues à ça. Je vois que dans y égale 1,5 de x plus 2, j'ai toute l'information qui représente cette droite. Mais ce n'est pas évident de le voir, parce que, rappelle-toi, une droite, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un ensemble de points ici, pour lesquels j'ai un lien précis entre y et x. Bon, ça on le voit, d'accord, mais les différents points qu'on a, voilà, on ne voit pas ici qu'on décrit des points. Rappelle-toi qu'un point donné, par exemple le point 7, 3, voilà, c'est un point précis qui est déterminé donc par deux nombres. On ne voit plus ici qu'on donne les positions avec deux nombres. Donc en fait, quand on rencontre cette expression-ci en géométrie analytique, il faut la comprendre comme étant un ensemble de points dont la position en x, x est une variable, c'est pourquoi on garde la valeur x ici, et y varie selon x. Y varie en étant lié à x. Donc on va dire que x est la variable et que y est la fonction. Pourquoi? Parce que y est fonction de x. Y est lié à x de manière à obtenir cette droite. Et comme ceci,
ben, on voit un petit peu mieux de quoi on parle. On voit effectivement qu'il s'agit d'un lieu de point à deux dimensions, une position horizontale et une position verticale, avec la position verticale qui est déterminée par la position horizontale. Et c'est bien cet ensemble de points, quand x va varier ici de moins l'infini à plus l'infini, je vais considérer un ensemble de points qui satisfont donc cette condition ici pour y et qui va donc tout simplement représenter cette droite. Je peux prendre des exemples de points, par exemple le point 0, 2, effectivement, si je choisis x égale à 0 ici, ben je vois que y vaut 2, c'est bien le point ici qui appartient à cette droite. Si je prends x qui vaut 4, eh bien voilà, x vaut 4. Quand x vaut 4, j'ai bien ici 2. 1 demi de 4, c'est bien 2. Plus 2, ça me fait bien 4. C'est bien le point 4, 4 que je retrouve ici. Et je peux continuer comme ça pour tous les points. En réalité, voici ici encore le point 6, 5. La moitié de 6, c'est bien 3. Plus 2, ça fait bien 5. C'est bien l'ordonnée qu'on retrouve ici. Et donc tu vois que cette équation, c'est ce qu'on appelle donc une équation mathématique, représente en fait une droite parce qu'en réalité, il faut la comprendre comme ceci. Il faut la comprendre comme décrivant des points, une infinité de points, infiniment proches l'un de l'autre, qui forment donc ce lieu de points, comme on les appelle en géométrie analytique, ce lieu de points étant donc ici en l'occurrence une droite. Voilà. Donc, quelquefois, on insiste sur le fait que y dépend de x, que y est la fonction de x, et donc on écrit que y de x égale 1 demi de x plus 2. Il faudra comprendre que ceci représente un lieu de point, le lieu de point qui est indiqué donc ici. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça qui est utilisé par l'imprimante 3D. On donne des lieux de points à l'ordinateur. L'ordinateur, sur base de ces lieux de points ici, choisit la valeur de x, les valeurs de x donc, qui sont parcourues les unes après les autres, et en fonction de ça, il calcule le y qui correspond à la forme géométrique. Alors ici tu vois une forme géométrique plus compliquée qu'une droite, c'est un cercle, voilà, je la renforce ici par une flèche rouge. Comment faire un cercle ? Les choses là sont un petit peu plus compliquées, il faudrait être un petit peu plus attentif maintenant. Voilà, j'ai représenté ici un cercle. Alors pour faire un cercle avec une imprimante 3D, il faudra contrôler la position Y en fonction de X, de manière à cette fois-ci faire ici une courbe continue, une courbe dont le rayon de courbure est constant, de manière à faire donc un cercle. Comment y arriver ? Comment obtenir le lien entre Y et X pour faire un cercle ? Eh bien pour ça, je mets juste en évidence ici le rayon de ce cercle. J'ai choisi un cercle dont le rayon vaut 3 cm par exemple. Et je constate que j'ai ici un triangle rectangle, avec la valeur de x ici, la valeur de y ici bien sûr. C'est bien ça qu'on voit ici. Et donc je vais profiter tout simplement du théorème de Pythagore. Je sais que pour un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit vaut le carré de l'hypoténuse. Et ça, je peux l'écrire. Et ça, ça va me donner le lien qui est entre y et x. Cette équation-ci me fournit tout de suite un lien entre y et x, puisque ce lien est vrai pour tous les points du cercle. Par exemple, si x varie ici, devient plus petit, y va augmenter ici, on le voit tout de suite, et le lien entre x et y, ça reste un triangle rectangle, et il est évident que x au carré plus y au carré vaut toujours 3 au carré, c'est-à-dire 9. Okay. Donc on voit que si je respecte ceci, pour la valeur de y, je vais avoir donc tout simplement un cercle. Et donc c'est ce que je vais faire, je vais calculer le y, je vais mettre le x de ce côté-ci, de manière à avoir 3 au carré moins x au carré, et le y ici, pour l'obtenir, je prends tout simplement la racine de ça. Et je vois que si y vaut racine de 3 au carré moins x au carré, c'est ce que je vais demander à l'ordinateur de faire, je vais faire varier x, et y va avoir cette valeur-là, et donc je vais créer comme ceci un lieu de points qui sera le cercle. Alors les choses sont un petit peu compliquées. Tu vois ici que devant la racine, j'ai mis le signe plus et le signe moins. C'est nécessaire parce que si je ne tiens compte que du signe plus de la racine, ça veut dire que y n'est que positif. Ça veut dire que je ne fais qu'un demi-cercle en réalité. Donc je suis obligé d'inclure le signe moins ici, de manière à faire le deuxième demi-cercle ici, à valeur de y négative, comme tu peux voir. Alors il y a encore une complication ici, c'est le fait que x ne peut pas dépasser 3, bien sûr. Si je demande à l'ordinateur d'aller au-delà de 3, l'ordinateur sera incapable de calculer cette racine. Il va dire qu'il y a un signal d'erreur, donc je dois me méfier. Il faut que je reste ici entre moins 3 et 3. Mais toujours est-il que je peux gérer
ici les choses. Ceci est le lieu de point qui représente le cercle qu'on voit ici. Alors, ce qu'on va plus souvent utiliser, c'est cette forme-ci, c'est ce qu'on va appeler donc la forme analytique du cercle, donc de la forme géométrique cercle. Ceci représente un cercle. Ceci est la traduction en termes des déplacements. On va faire varier x entre moins 3 et 3, et y doit être maintenu à cette valeur pour tout x, de manière à former donc le cercle qui est représenté ici. Alors ceci n'est pas très commode, comme tu peux le voir, il y a moyen de procéder autrement, il y a moyen de faire mieux que ceci, plutôt que d'exprimer y en fonction de x, on peut avoir recours à une autre représentation. Je vais introduire ici l'angle A, et je vais dire que x est tout simplement 3 fois le cosinus de A, comme tu peux voir, tandis que y c'est 3 fois le sinus de A. Et ça rend les choses beaucoup plus simples. Je ne dis plus que y dépend de x, mais j'introduis ce qu'on appelle un paramètre. Un paramètre qui est l'angle ici, qui va me permettre de décrire toute la forme géométrique. Si A varie entre 0 et 360 degrés, je vais former tout simplement le cercle de rayon 3. Et donc le lieu des points va pouvoir s'écrire comme ceci maintenant. X et Y apparaissent comme des fonctions du paramètre qui me permet de construire la forme géométrique. Et cette fois-ci, je n'ai plus de problème. Il me suffit de dire que A varie de 0 à 360 degrés et X et Y prendront d'office les bonnes valeurs. Quand A ici sera plus petit que 90 degrés, le cosinus et le sinus sont positifs. Je me retrouverai ici, quand on dépasse 90 degrés, on sait que le cosinus devient négatif. J'arrive ici. De même que ici, par exemple, je suis avec un angle supérieur à 180 degrés, inférieur à 270, à la fois le sinus et le cosinus sont négatifs. Et donc, j'ai d'un coup ici la formation du lieu de point. Le voilà, l'angle varie entre 0 et 360 degrés pour former le cercle. Ceci va me permettre notamment de fabriquer cette tasse ici en déposant des cercles les uns après les autres au fur et à mesure de la montée de la tête de l'imprimante. Et ceci est ce qu'on va appeler une équation paramétrique. Par opposition à l'équation cartésienne que j'ai introduite tout à l'heure, ce sera l'équation paramétrique. Pourquoi? Parce que x et y apparaissent en fonction d'un paramètre qui est ici l'angle. Ceci est opposé donc à l'équation cartésienne qui, elle, est basée sur l'expression de y en fonction de x. Le terme cartésien vient tout simplement ici des coordonnées cartésiennes introduites par René Descartes pour décrire les positions dans un espace à 2 dimensions comme ici, ou même à 3 dimensions, bien sûr. Et voilà, donc tu as compris maintenant un petit peu ce que c'était que la géométrie analytique. C'est quelque chose qui permet de décrire des objets géométriques grâce aux mathématiques. J'ai représenté une sphère et un plan ici. Grâce à ça, par exemple, on peut montrer que l'intersection d'un plan avec une sphère, c'est un cercle. On peut le voir analytiquement en résolvant des équations telles que celles qu'on a vues il y a quelques secondes. Ici, par exemple, deux plans, on peut montrer analytiquement que l'intersection de deux plans, ça forme une droite. On peut étudier des formes plus compliquées comme un tétraèdre ici, ou encore ici la coupe d'un plan avec un cône. On peut montrer que ça produit des courbes qu'on appelle des hyperboles, des ellipses ou des paraboles. C'est ce qu'on appelle les coniques. Tout ça fait l'objet de la géométrie analytique. Et son intérêt, bien sûr, n'est pas que l'imprimante 3D. La géométrie analytique est utilisée beaucoup dans le design des objets, tels que la conception de la carrosserie d'une voiture, par exemple. Elle peut être générée par ordinateur comme étant un ensemble d'objets mathématiques, un ensemble de lieux de points, pour reprendre les termes que j'ai introduits tout à l'heure. Voilà, donc cette voiture a été créée par l'ordinateur comme étant un lieu de point bien particulier, bien sûr. On peut comme ça aussi utiliser la géométrie analytique pour le développement de jeux vidéo. On voit sur cette image de synthèse ici un plan quadrillé ici avec des droites verticales, horizontales, mais il est clair que ce plan ici, quelque part dans l'ordinateur, existe sous forme d'une équation cartésienne qui mêle x, y et z, là bien sûr, puisqu'on est à 3 dimensions, les choses sont un peu plus compliquées. Voilà, la géométrie analytique est forcément utile, tu peux bien t'en rendre compte, pour l'image de synthèse également, dans le domaine de l'infographie. Les infographistes
connaissent bien sûr les rudiments de la géométrie analytique, puisqu'ils doivent créer des objets ici comme étant un ensemble d'objets géométriques, un ensemble de lieux de points qu'il s'agit bien sûr de maîtriser. Voilà, j'espère que tu as été convaincu de l'utilité de la géométrie analytique. C'est donc la branche des mathématiques qui permet de manipuler les objets géométriques, donc sur le plan forcément mathématique. Voilà, merci pour ton attention et à bientôt.